Chapitre 1. Le rassemblement à Ravensbury Hall. C'était une de ces soirées de fin d'octobre où la lumière s'éclaircit tôt, et où la lande au-delà de Ravensbury Hall s'étend telle une fourrure sombre aplatie par le vent. Arthur Hastings, qui n'avait jamais apprécié l'automne anglais pour son austérité, resserra son écharpe et descendit de la voiture de location tandis qu'elle s'éloignait en grinçant, le laissant seul devant les ferronneries du portail. La maison s'élevait au-delà, grise, aux multiples pignons, et arborait cet air de sobre retenue propre aux vieilles familles qui ont survécu au scandale. Il était venu à l'invitation du capitaine Hugh Redfern, une connaissance de longue date, un homme joyeux, enclin au rire et au bon Bordeaux, dont le mot rédigé d'une main légère contenait un appel auquel Hastings avait eu du mal à résister. « Viens à Ravensbury pour quelques jours, mon vieux. L'endroit est sombre, mais la compagnie promet d'être divertissante, et Lady Vale a besoin d'un peu de lumière. » Il y avait eu plus, une pointe de tension, un non-dit. Hastings, peu enclin aux pressentiments fantaisistes, sentit néanmoins le départ du moteur laisser derrière lui un silence plus profond qu'il n'en avait souhaité. Le majordome, Tripp, l'accueillit avec la gravité mesurée qui sied à de tels majordomes, et Hastings se retrouva dans la salle lambrissée de chêne, où un grand feu brûlait dans l'âtre, comme pour combattre les courants d'air qui parcouraient les couloirs à leur guise. Au-dessus du feu était accroché le portrait ancestral de Sir Geraint Vale, le regard sévère en armure, la main gantée posée sur le heaume, un de ces gentilshommes guerriers qui n'avaient perdu que peu de combats et aucune terre. « Le capitaine Redfern est dans le petit salon, monsieur, » dit Tripp en délestant Hastings de sa valise avec un soin qui confinait à la suspicion. « Dois-je faire monter vos affaires dans la chambre est ? » « S'il vous plaît, » dit Hastings en jetant un coup d'œil autour de lui. Un léger parfum persistait, une odeur poudrée, de violette peut-être, une note incongrue contrastant avec l'odeur de fumée de bois. C'était subtil mais persistant, comme si sa propriétaire était passée quelques instants auparavant et avait laissé sa présence gravée dans l'air. Il trouva Redfern près des fenêtres du petit salon, les mains enfoncées dans ses poches, scrutant la vaste pelouse qui descendait jusqu'à une ceinture d'ifs courbée par le vent. Redfern se retourna, son sourire enfantin illuminant son visage. « Hastings, c'est formidable de ta part d'être venu. »« Mon cher ami, » dit Hastings en lui serrant la main, « on ne refuse pas une fête dans une maison de campagne en octobre. Ce serait un affront à la Constitution britannique. » Redfern rit. « Vous regretterez peut-être cette plaisanterie après avoir passé la nuit à écouter les cheminées. Venez vous faire présenter avant le dîner. Nous ne sommes pas nombreux, mais notre manque de quantité est compensé par notre singularité. » Il conduisit Hastings le long d'un couloir où des lanternes projetaient de faibles flaques de lumière et où les portraits se fondaient dans le crépuscule des boiseries. Hastings fut frappé par le bruit particulier de la maison, ce vieux bois et cette vieille plomberie, des silences audibles ponctués de craquements lointains et indétectables. Au détour d'un chemin, ils passèrent devant une porte étroite dont le loquet était maculé de cire pâle, comme si une bougie, emportée à la hâte, l'avait effleuré. Redfern ne le remarqua pas, mais Hastings, avec la curiosité innocente qui accompagne l'arrivée dans un nouveau lieu, remarqua le détail et poursuivit son chemin. Le petit salon, ouvert sur la longue galerie, était illuminé par les lampes et animé par des conversations qui cessèrent un instant à leur entrée. Lady Eugenia Vale, veuve de feu Sir Ambrose, se tenait devant la cheminée. Elle était grande, d'une beauté pure, ternie seulement par le chagrin et peut-être par les années. Ses cheveux, argentés à la mode, étaient tirés en arrière en un chignon sévère, et sa peau semblait presque translucide sur le noir de sa robe. Ses mouvements étaient précis, comme si elle s'était longtemps habituée à la démarche mesurée de la dignité après le chagrin. « Capitaine Redfern, » dit-elle d'une voix basse et bien élevée, « vous nous apportez un nouvel allié contre le vent. » Son sourire à Hastings avait une courtoisie d'antan. « Monsieur Hastings,
Vous êtes le bienvenu à Ravensbury. Je regrette que ma maison vous accueille avec un vent de tempête plutôt qu'avec le soleil. Je trouve son accueil très agréable, dit Hastings en s'inclinant. Le parfum de violette était plus fort ici. Lorsque Lady Eugenia se retourna, l'air sembla se condenser et le porter comme un châle drapé à travers la pièce. Redfern guida Hastings à travers la compagnie. Il y avait le docteur Celia March, une jeune femme au regard fixe couleur d'eau tourbée, dont le sang-froid suggérait une personne indifférente à la condescendance masculine. Elle faisait partie du cabinet du village et avait, semblait-il, été d'un grand réconfort durant la dernière maladie de Sir Ambrose. À côté d'elle, les doigts entrelacés comme pour prier, se tenait le révérend Arthur Pike, mince, impatient, et enclin à commencer des phrases qu'il ne finissait pas. Mademoiselle Béatrice Lyle, la compagne de Lady Eugenia, avait l'air hésitant de ceux qui vivent de tact. Ses mains étaient fines et flottantes, son sourire prompt mais prudent. À la fenêtre se prélassait Sir Lionel Dane, un avocat londonien réputé, dont la réputation de contre-interrogatoire incisif n'avait pas, à la connaissance de Hastings, rendu ses manières disgracieuses. Il était courtois et réservé, mais son regard exprimait la vigilance d'un auditeur averti. Occupant une chaise basse, avec une impatience mal dissimulée, se trouvait Julian Vale, le fils de Sir Ambrose issu d'un premier mariage. 35 ans, beau à la pâleur blême, avec une moustache soignée et l'air légèrement harassé des hommes qui se croient fondamentalement incompris. Enfin, dans un coin, tricotant avec une économie de mouvement impitoyable, se trouvait Madame Cribb, la gouvernante qui examinait la pièce comme on inspecte un garde-manger, sans sentimentalité, mais non sans fierté. « Monsieur Keating n'est pas encore arrivé, » dit Lady Eugenia. « L'avocat de Sir Ambrose. Nous l'attendons par le dernier train. Il reste des papiers fastidieux, à régler. » Son regard dépassa Hastings pour se diriger vers la fenêtre où, derrière leurs reflets, les lampadaires du jardin frémissaient sous le vent. Ravensbury n'est pas une maison difficile, mais elle ne pardonne pas facilement la mauvaise gestion. Hastings murmura quelque chose de approprié. Il sentit, avec ce léger pincement de nerfs qui accompagne parfois une première impression, que la maisonnée était un peu tendue. Les sourires étaient justes, les phrases bien tournées, mais sous-jacentes, une légère tension courait, comme le fil d'un violon accordé un peu trop haut. Le dîner, au moins, fut excellent. Hastings, assis entre Miss Lyle et le docteur March, trouva la soupe exceptionnelle et le rôti parfaitement dosé. La conversation dérivait vers des sujets de conversation sûrs. Les récents travaux sur le toit de l'église du village, un concert à Exeter auquel Lady Eugenia s'était inscrite, les difficultés à entretenir de bonnes femmes de chambre depuis la guerre. Sir Lionel raconta une anecdote sur les cours avec une délicatesse sèche. Le révérend Pike osa une plaisanterie si légère qu'elle dut être applaudie pour survivre. Julian Vale buvait plus que les autres et laissait de temps à autre une remarque qui semblait commencer par une ironie et finir par une plaisanterie. « Si quelqu'un doit être puni, » a-t-il dit à un moment donné en regardant dans son verre, « il serait bon qu'on lui dise l'offense. »« Ne sois pas absurde, Julian, » dit dame Eugenia sans ménagement. « Personne ne te punit. »« Alors c'est la maison, » répondit Julian en riant, et la fourchette de Miss Lyle s'arrêta imperceptiblement en plein vol. L'attention d'Hastings fut attirée, au milieu du repas, par un curieux changement dans la qualité de la lumière. Les bougies, disposées sur 2 branches d'argent à chaque extrémité de la table, brûlaient uniformément, mais un courant d'air se faufilant sournoisement sous la porte troublait leurs flammes, si bien que les ombres le long des murs lambrissés semblèrent s'incliner. Le parfum de violette de Lady Eugenia flottait à nouveau dans l'air, plus faible maintenant que les fleurs sur le buffet étaient des roses et non des violettes. Comme c'était étrange, pensa vaguement Hastings, qu'un seul parfum puisse persister ainsi dans une maison aux multiples pièces. Après le dîner, les dames se retirèrent et les hommes s'attardèrent avec du Porto. Redfern parla chaleureusement d'une journée de chasse prévue pour le lendemain matin,
mais Julian Vale s'y refusa avec un léger sourire. « Les armes sont trop évidentes, » dit-il. « Je préfère les arguments plus subtils. » Sir Lionel, imperturbable, demanda si les arguments plus subtils incluaient les dettes, et Julian rit sans rire. Lorsqu'elles rejoignirent les dames, le thé avait été servi devant le feu du salon. Miss Lyle racontait de sa voix prudente le départ soudain d'une femme de chambre quelques semaines auparavant. « Une très bonne fille à tous égards, dit-elle, mais elle avait une peur bleue du salon bleu. Impossible de la convaincre d'y aller après la tombée de la nuit. Elle disait avoir entendu, balbutia-t-elle en jetant un coup d'œil à Lady Eugenia. Chuchoter. Bien sûr, absurdité. Il ne faut pas faire plaisir aux classes populaires. La chambre bleue, répéta Hastings, intéressé. Laquelle est-ce? Une petite chambre dans le couloir sud, dit dame Eugénia en remuant son thé sans le goûter. Elle doit son nom aux tentures de soie et à la courte pointe. La soie est vieille et s'effiloche facilement. Je n'aime pas qu'elle soit occupée pour cette raison. Et pour les murmures, dit Julian en souriant. Il ne faut pas oublier le romantisme. Il y a des courants d'air dans la maison, dit Lady Eugénia avec une pointe d'impatience. Les courants d'air produisent des bruits étranges. Je ne veux pas qu'on parle de Ravensbury comme d'un mélodrame de pacotille. Le docteur March, qui fixait le feu, leva les yeux. La plupart des murmures, dit-elle, sont des choses qu'on aimerait entendre à voix haute. Il y eut un court silence, en apparence assez convivial. Sir Lionel, avec une adresse professionnelle, orienta la conversation vers le meilleur chemin pour Taunton, et Hastings laissa son esprit vagabonder. Les flammes parcouraient leur propre langage. Le vent frappait les fenêtres. Une bûche tombait dans un doux sillage d'étincelles. On aurait pu se retrouver entre amis n'importe où en Angleterre, sans cette légère disproportion. Les petits accrocs dans les phrases, le coup d'œil à une porte avant qu'elle ne s'ouvre, la présence faible et obstinée de la violette. À 10h30, Lady Eugénia se leva. « Veuillez m'excuser, dit-elle. J'ai des lettres à écrire avant de dormir. » Elle se tenait très droite. Les rides aux commissures de sa bouche, que son sourire avait atténuées, revinrent. « Tripp vous conduira à vos appartements quand vous voudrez vous coucher. Je vous en prie, ne vous présentez pas comme des étrangers dans ma maison. » Hastings, fatigué par le voyage et bercé par la nourriture et le feu, comprit l'allusion dans la demi-heure. Redfern promit de le réveiller pour la chasse, qu'il le veuille ou non, et Madame Cribb, précise, informa Hastings que le petit déjeuner serait servi à 8h et chaud, mais que la maison ne pouvait garantir des muffins par ce vent. Tripp l'emmena à travers le couloir et en haut du large escalier en chêne, où une haute horloge, installée dans un coin, comptait l'obscurité avec un calme mesuré. « La chambre est pour vous, monsieur, » dit Tripp en s'arrêtant devant une porte dont le laiton brillait comme une vieille pièce. « La chambre bleue est plus loin, si vous en avez besoin, même si, bien sûr, elle n'est pas prête. » Son ton était neutre. Pourtant, dans le silence, le mot « bleu » semblait résonner encore un instant après qu'il l'eut prononcé. « Merci, » dit Hastings. Le couloir embaumait cette légère odeur de vieux linge parfumé à la lavande, qui émane des presses à linge depuis longtemps pressées. Quelque part, une fenêtre trembla et se tut. « Dites-moi, Tripp, » ajouta-t-il nonchalamment, « Lady Eugénia est-elle seule ici ?»« Elle a toujours mademoiselle Lyle, monsieur, et le jeune monsieur Vale plus récemment, » dit Tripp. « Quant à la compagnie, madame est scrupuleuse et prête à fournir ce qu'on lui demande. » Une phrase aussi précise qu'une serviette pliée, sans rien révéler. Après le départ de Tripp, Hastings resta un instant à écouter. La maison avait sa voix nocturne, un bois hésitant, un léger frémissement dans le conduit de cheminée, l'horloge en bas racontant fidèlement le passage des instants. Il tire les rideaux. Les pelouses étaient une marée sombre sous le vent, et au-delà, les ifs se mouvaient comme un peigne noir dans l'air. Un point de lumière apparaissait dans l'aile la plus éloignée, une haute fenêtre, fixe. Celle de Lady Eugénia peut-être, ou de Miss Lyle,
ou de quelque domestique occupé aux affaires d'une grande maison la nuit. Il se déshabilla, plia ses vêtements et éteignit la lampe. Dans l'obscurité, le feu, faiblement allumé, présentait une faible fissure rouge. Hastings, qui n'était pas homme à s'attirer des ennuis, se surprit néanmoins à penser aux détails étranges qui font les premières impressions. L'odeur de violette, dont la source était inconnue, la jovialité forcée de Redfern, les remarques désinvoltes de Julian Vale, chacune comme un petit caillou lancé pour en tester la profondeur, le sang-froid du docteur March, le silence vigilant de Sir Lionel, la petite trace de cire de bougie sur le loquet qu'ils avaient croisé. Il y avait cela aussi, absurdement présent dans son esprit. Les gentlemen n'ont pas l'habitude de porter des bougies dans les maisons modernes, et pourtant, c'est une bougie, et non une lampe, qui avait été poussée dans ce passage par quelqu'un dont la main manquait de fermeté. Il dormait, aussi profondément qu'un homme dans un lit moelleux comme du pain chaud, et des draps qui sentaient vaguement le soleil et l'amidon. Il n'aurait pu dire ce qui l'avait réveillé. Le vent, peut-être, une soudaine rudesse contre la vitre. Il était allongé, les yeux ouverts sur l'obscurité, conscient de la vigilance particulière que la nuit impose à ceux qui sont éveillés. La maison sembla, l'espace d'un instant, retenir son souffle. Puis l'horloge, en contrebas, sonna 12 fois, chaque coup une lente pièce de son tombant dans l'immense bourse de la nuit. Le 12e était à peine mort qu'un murmure parcourut le couloir devant sa porte. Il aurait pu croire à un courant d'air, à une conspiration de troudes et de recoins, si cela avait été informe. Mais ce n'était pas le cas. Cela avait indéniablement la forme de mots, ni forts, ni pressants, mais structurés. Il se tint immobile, son cœur battant comme un enfant dans sa poitrine. « À minuit », dit-il si doucement qu'il crut d'abord que la phrase avait commencé avant son réveil. « À minuit, pas avant, pas avant. » Il y eut un bref silence, de ceux qu'on observe en attendant sa propre réponse. Hastings se laissa glisser du lit et se tint pieds nus sur l'épais tapis. Il traversa jusqu'à la porte et l'ouvrit légèrement. Le couloir était long et pâle, le tapis étirant sa ligne droite vers le virage lointain. Une bougie solitaire brûlait sur une petite table près du tournant. Une bougie, oui, dont la cire s'était répandue en abondance à sa base, comme si elle avait été posée à la hâte. La flamme s'éleva et trembla lorsque le vent souffla faiblement, tel un chat sous les chambranles. Il ne vit personne. Le murmure ne se fit plus entendre. Mais tandis qu'il se tenait là, retenant son souffle comme un écolier jouant à cache-cache, une infime trace de violette flotta jusqu'à lui, aussi délicate que le souvenir d'un contact. Il aurait pu fermer la porte et, se reprochant son trac, retourner se coucher. Il aurait pu, et un autre homme l'aurait fait. Mais Hastings, bien que n'étant pas détective, avait vécu assez longtemps à proximité d'un détective pour avoir acquis une certaine persévérance. Il enfila sa robe de chambre et s'engagea dans le couloir. Les planches ne craquèrent pas sous le tapis. Les ouvriers de Ravensbury n'étaient pas des imbéciles. Il s'approcha de la bougie, tendant l'oreille. Plus près du virage, il s'arrêta. Là, sur la rampe polie, là où le bord de la rampe n'arrivait pas, gisait une fine trace de quelque chose de pâle et de brillant. Il la toucha et frotta ses doigts l'un contre l'autre. De la cire. Encore. Elle avait dû tomber d'une bougie portée vers le haut donc, vers le couloir sud où, s'il se souvenait bien, se trouvait la petite chambre bleue. Il tourna au coin et trouva le couloir sud plus froid, comme s'il s'était replié sur lui-même tel un dormeur résistant à un courant d'air. Les portes étaient fermées. La flamme de la bougie, derrière lui, dessinait un mince filet de lumière sur le sol. Sur la 3e porte se trouvait une plaque de porcelaine, ébréchée à un coin, ornée d'une couronne de myosotis délavée, peinte en lettres rondes qui, autrefois, avaient peut-être écrit « bleu ». Seul le B était resté intact. Les autres n'étaient que des fantômes.
Hastings se tenait debout, la main près du loquet. À travers l'épaisseur du vieux bois, ce même délicat parfum de violette perlée, plus distinct ici, comme si la pièce au-delà avait été récemment occupée. Il pencha la tête, absurdement, pour écouter. Le silence se fit plus pesant. Et puis, si proche qu'elle semblait sûrement avoir été prononcée de son côté de la porte, vint une phrase unique, murmurée et franche. « Dis-lui les roses. » Hastings se redressa, le cœur battant. Il se retourna, la lueur d'une bougie derrière lui, le couloir devant lui, vide comme un lit de rivière asséché. C'était une maison au repos, offensée par ses indiscrétions. Il resta ainsi, la main à ses côtés, jusqu'à ce que la bougie s'éteigne et que la flamme s'éteigne. Au loin, une porte se referma avec une douceur décisive. Hastings se serra les dents d'une manière qui lui avait plutôt bien servi en France et retourna dans sa chambre. Il avait, se disait-il sévèrement, entendu le murmure d'un domestique et senti le parfum d'une dame. Il y aurait une explication rationnelle. Pourtant, lorsqu'il se rendormit enfin, ce ne fut pas profondément, et ses rêves se résumèrent à des cheveux argentés, à une larme de bougie sur un loquet, et à une voix qui disait, distinctement et sans appel, « À minuit, pas avant ». Et si Hastings avait été du genre à examiner attentivement son manteau le lendemain matin et à vider ses poches avec plus de méthode qu'à l'accoutumée, il aurait peut-être remarqué que le petit coin déchiré d'un formulaire de télégramme bleu qu'il avait utilisé pour marquer son emplacement dans un carnet ne figurait plus parmi ses effets. Mais il n'y était pas, et il ne le fit pas, et Ravensbury garda son conseil pour une nuit de plus. Chapitre 2. La mort dans la chambre bleue. Le matin arriva pâle et incertain, comme si le soleil lui-même hésitait à s'élever au-dessus de la lande. Hastings, qui avait oscillé entre le sommeil et ce curieux malaise laissé par des murmures entendus, fut réveillé par le cliquetis d'une fenêtre à guillotine et le claquement régulier de la pluie contre les carreaux. Il se leva, s'habilla vivement et se rappela avec une sévérité militaire que l'imagination à minuit peut faire un château de fumée. Pourtant, lorsqu'il se souvint de la voix, de son timbre même, de la phrase prudente « Dis-lui les roses », un frisson de doute lui parcourut l'échine. Le petit déjeuner fut servi dans la petite salle à manger donnant sur les ifs. Un feu flambait, le café fumait, et l'odeur du bacon frit luttait vaillamment contre l'air humide qui s'infiltrait dans la vieille maison. Lady Eugenia présidait avec sa dignité sereine, une tasse de porcelaine à la main. Julian Vale arriva en retard, le regard lourd, la cravate de travers. Le docteur Celia March était déjà là, beurrant ses tartines à coups mesurés, tandis que Sir Lionel parcourait le Times comme s'il pouvait y trouver des arguments pour un contre-interrogatoire invisible. Miss Lyle s'occupait de Lady Eugenia avec une attention silencieuse, et le révérend Pike discourait nerveusement sur l'influence du temps sur la fréquentation paroissiale. « Ah, Hastings !» s'écria Redfern en lui tapant sur l'épaule. « J'avais peur que la tempête t'ait emporté. Pas de sport aujourd'hui, j'en ai peur. Les faisans de Ravensbury peuvent reposer en paix. » Dame Eugenia leva les yeux. « Peut-être que la paix est précisément ce dont cette maison a besoin. » La remarque prononcée avec douceur sembla vibrer dans l'air comme une corde de harpe. La conversation s'essouffla. Hastings, sentant soudain que sa place à cette table était celle d'un observateur assistant à une pièce aux significations à moitié cachées, tendit la main vers la cafetière. C'est alors que Tripp, le majordome, entra avec une hâte inhabituelle qui annonçait déjà une situation d'urgence. Son visage, habituellement figé dans l'immobilité, était d'une pâleur qui s'accordait avec le lin amidonné de sa chemise. « Madame, » dit-il d'une voix basse mais distincte, « il y a eu un incident. » Toutes les têtes se tournèrent. « Dans la chambre bleue, madame, c'est monsieur Julian. Je crains... » Il s'interrompit, comme si les mots suivants ne voulaient pas sortir de ses lèvres. « Je crains qu'il ne soit mort. »
La tasse de Lady Eugenia tinta violemment contre sa soucoupe. Le docteur March était déjà debout, repoussant sa chaise. Hastings, malgré le sang qui lui résonnait aux oreilles, se souvenait suffisamment de son entraînement militaire pour le suivre aussitôt. La compagnie se leva, confuse. Miss Lyle se serra la gorge. Sir Lionel marmonna quelque chose et plia son journal comme si la propreté était de mise, même en cas de catastrophe. Le cortège, mené par Tripp, avançait dans le couloir. Hastings sentit une pointe de reconnaissance s'installer en entrant dans l'aile sud. La chambre bleue, les murmures de la nuit, la trace de cire de bougie. La porte était ouverte. À l'intérieur, les lourds rideaux pendaient aux fenêtres, occultant la lumière morne du jour. Le lit était adossé au mur du fond, sa courte pointe en soie bleue noircie d'une horrible tache. Julian Vale était allongé dessus, une main tendue, les traits déformés non par la violence, mais par la surprise. Ses lèvres étaient légèrement teintées, ses yeux ouverts, mais aveugles. Le docteur March se pencha vivement, ses doigts cherchant sa gorge. Puis elle se releva, l'air grave. Il est parti. Pour quelques heures, je pense. Poison. Poison, répéta dame Eugénia, la voix tranchée par l'incrédulité. Oui, répondit doucement le docteur March. Il y a une légère odeur. D'amande, peut-être? Et la couleur des lèvres. C'est peut-être du cyanure. Sir Lionel s'approcha, les sourcils froncés. Mon Dieu! Mais comment? Était-ce un suicide? Dame Eugénie se redressa. Mon fils était stupide, mais il n'était pas homme à accepter la mort. Je ne le croirais pas. Le révérend Pike se signa et murmura une prière, son regard parcourant la chambre comme s'il attendait l'apparition d'un fantôme. Miss Lyle resta terrassée, agrippée au montant du lit comme si seul il la maintenait en équilibre. Sur la table de chevet se trouvait un petit verre à moitié rempli d'eau, et à côté une fiole renversée, dont l'étiquette était masquée par une trace de liquide. Hastings se pencha, puis recula devant l'odeur amère et caractéristique qui lui montait aux narines. « Du cyanure, en effet, » dit le docteur March, « mais ce n'est pas un flacon d'ordonnance ordinaire. » Redfern regarda Lady Eugénia, impuissant. « Il faut appeler la police immédiatement. »« Oui, » dit-elle fermement, retrouvant son calme avec une rapidité remarquable. « Tripp, téléphone aux gendarmes et... » Son regard parcourut la pièce. « Personne ne doit quitter Ravensbury tant que l'affaire n'est pas résolue. » Ces paroles avaient du poids, et pendant un instant, personne n'osa parler. C'était comme si la maison elle-même s'était resserrée autour d'eux, les enfermant. Hastings, quant à lui, ne pouvait pas dissiper le souvenir du murmure de minuit, à minuit. Pas avant. Julian était-il vivant à minuit, ou déjà inaudible? Et que dire de cette autre phrase? Dis-lui les roses. Des roses étaient sur le buffet la nuit dernière, fraîches et cramoisies. Mais quel lien pouvaient-elles avoir avec la mort dans une pièce drapée de bleu? Il réfléchissait encore lorsque Tripp revint, le visage curieusement transformé. « Madame, dit-il, un visiteur est déjà arrivé. Monsieur Hercule Poirot. Il vous demande si vous voulez bien le recevoir. Il dit qu'il vient à votre invitation. » Un choc de reconnaissance parcourut Hastings, car de tous les hommes du monde, aucun ne pouvait apparaître à un tel moment avec plus d'inévitabilité. Dame Eugénia inclina la tête, mais son regard trahissait la surprise. « Bien sûr, faites-le entrer. » Et c'est ainsi qu'Hercule Poirot entra dans cette chambre chargée où un jeune homme gisait sans vie sur de la soie bleue, impeccable dans son costume sombre, les moustaches brillantes, les yeux alertes, avec la vive luminosité de quelqu'un qui voit avant qu'on ne le lui dise. « Mes amis, » dit-il avec une petite révérence qui les engloba tous, « j'arrive, semble-t-il, à l'heure la plus tragique, mais aussi, peut-être, la plus opportune. Hercule, Poirot se met à votre service. » Chapitre 3. Poirot examine la scène. Le silence dans la chambre bleue s'épaissit à l'arrivée de Poirot. Bien que sa voix fût douce, bien que son salut trahît davantage la courtoisie que l'intrusion,
Il y avait quelque chose dans sa présence qui attirait tous les regards, retenait tous les souffles. Hastings, habitué depuis longtemps à ce pouvoir étrange, éprouva un mélange familier de fierté et d'émerveillement devant l'autorité sereine de son ami. Lady Eugénia inclina gravement la tête. « Monsieur Poirot, votre arrivée est inattendue, et pourtant peut-être pas importune. Vous avez sans doute entendu parler de cela ?» Le regard de Poirot, perçant sous ses sourcils arqués, parcourut lentement la pièce avant de se poser sur le lit. « J'ai vu, et j'ai senti aussi. L'amertume des Amande est indéniable. Oui, je sais, madame, votre fils est mort. » Il s'inclina légèrement en signe de reconnaissance. « Veuillez accepter mes condoléances. » Julian Vale resta étendu, impassible face à de telles formalités. Sa main blanche sur la couverture portait encore la légère tache d'encre que Hastings avait remarquée au dîner, lorsque Julian avait joué avec un stylo-plume. La mort avait préservé cette trace, comme pour insister sur l'importance du moindre détail. Poirot ne franchit pas le seuil. Il resta un instant immobile, scrutant chaque recoin comme un général scrute le terrain devant lui. Sa tête bougea légèrement, comme pour aligner chaque objet dans sa géométrie mentale. « Vous dites, docteur, s'adressa-t-il à Celia March, que les décès sont survenus il y a quelques heures. À combien estimez-vous leur nombre ?» Elle soutint son regard droit dans les yeux. « Je ne peux pas être précise sans examen, mais la rigueur s'est installée. Je situerai l'heure du décès entre minuit et 2 heures. » Hastings sentit son pouce s'accélérer. À minuit, pas avant. Poirot inclina la tête. « C'est précieux. » « Merci, docteur. » Son attention se porta sur la table de chevet. « Et voilà le verre et la fiole. Ne touchez à rien, je vous en prie. » Sir Lionel, qui rôdait autour de lui, recula comme s'il était humilié. Poirot se pencha, ses moustaches tremblant de dédain. « Mauvais, » murmura-t-il. « Tellement maladroit si c'était un suicide. Trop évident. » Les mains de dame Eugénia se serraient. « Vous croyez que mon fils a été assassiné ?» Les yeux de Poirot se posèrent sur les siens. « Je ne crois encore à rien, madame, mais j'observe, c'est ma méthode. J'observe et après, je réfléchis. » Il fit quelques pas dans la pièce, examinant les tentures, le tapis, la disposition des meubles. Il s'arrêta devant la porte. Sur la poignée de laiton, une fine trace de cire, à peine visible dans la lumière grise du matin, trahissait son souffle. Hastings en perdit le souffle. « Eh bien, » dit doucement Poirot, « la bougie, elle laisse. » Une petite larme. Il regarda Hastings soudain, comme s'il lisait dans ses pensées. « Tu as remarqué quelque chose, mon ami ?»« Oui, Poirot. La nuit dernière, il y avait aussi de la cire, sur un loquet du passage nord. Et... » Hastings hésita, sentant tous les regards braqués sur lui. « J'ai entendu quelque chose. Un murmure. Après minuit. » La pièce s'agita. Miss Lyle haleta. Le révérend Pike murmura une prière. « Un murmure ?» répéta Poirot d'un ton plus intéressé qu'incrédule. « Qu'est-ce qu'il disait, Hastings ?» Il était écrit « À minuit, pas avant et plus tard, dis-lui les roses. » Le silence s'installa, rompu seulement par le crépitement du feu. Les yeux de Poirot brillèrent. « Curieux, très curieux. » Il se retourna brusquement. « Madame Val, puis-je vous demander qui occupait cette chambre la nuit dernière ?» Dame Eugénia se redressa. « Mon fils. C'était sa chambre depuis son enfance. Je ne l'aurais pas déplacé. » Poirot hocha la tête. « Et personne n'est entré après le dîner ?»« Je ne peux pas le dire, mais je n'y crois pas. Il a pris une retraite anticipée. » Poirot joignit les mains derrière lui. « Il est toujours utile d'établir les derniers instants. Qui a vu M. Val vivant après le dîner ?» Un par un, ils secouèrent la tête. Seul Redfern osa. « Il était avec nous au port, Poirot. Il a quitté la table le premier, avant que nous rejoignions les dames. » Le regard de Poirot s'attarda sur la fiole renversée. « Et nous trouvons ici un poison, des plus rapides, des plus amers. On ne le garde pas dans une pharmacie ordinaire, n'est-ce pas, docteur ? » « Non, » répondit fermement le docteur March. « Le cyanure est strictement contrôlé.
Pour en obtenir, il faut des relations. Poirot émit un petit grognement de satisfaction. Alors il faut se demander qui a pu avoir un tel accès, et pourquoi avoir placé la fiole de façon si visible, comme pour crier « Regardez, voici le poison ». De tels gestes, il se tapota la tempe, sont théâtraux. Ils cachent autant qu'ils révèlent. Lady Eugénia prit la parole d'une voix froide et digne. « Monsieur Poirot, vous aiderez la police, bien entendu. Mais soyons clairs, je ne permettrai pas que le scandale ternisse Ravensbury sans raison. » Poirot s'inclina. « Je comprends, madame. Croyez-moi, ma profession est de ne rechercher que la vérité. » Son regard parcourut l'assemblée. Et la vérité, mesdames et messieurs, est comme l'huile. Elle ressurgit, aussi profondément enfouie soit-elle. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Tripp entra à nouveau. « L'agent Harris est arrivé, madame. »« Bon, » dit vivement Poirot, « alors parlons-lui, et ensuite, chacun de vous, j'aurai l'honneur de vous entretenir. Pour l'instant, laissez la pièce telle qu'elle est. Il ne faut rien déranger. » Le groupe sortit lentement, silencieux et inquiet. Hastings s'attarda aux côtés de Poirot. « Alors, Poirot ?» murmura-t-il. Le regard de Poirot se porta à nouveau sur le lit, la soie bleue, la main morte tachée d'encre. « Ça commence, Hastings. Le puzzle est posé sur la table. Il faut assembler les pièces avec patience. Il y a une chose dont je suis sûr. Et ça ? Que cette mort n'était ni un accident, ni un suicide. Non, c'était un meurtre. Prémédité, astucieux, mais pas assez peut-être pour tromper Hercule Poirot. Il toucha du bout du doigt la cire sur le loquet, et sa moustache se redressa. La maison a déjà murmuré son secret. Maintenant, nous allons le faire parler. Chapitre 4. Les premières questions. La salle à manger de Ravensbury avait été rapidement reconstituée pour accueillir les questions. L'agent Harris, un homme imposant et vermeil à l'expression honnête et aux bottes qui semblaient mal à l'aise sur le chêne poli, était assis, raide, à une extrémité de la longue table. Son carnet était posé devant lui, mais sa posture indiquait clairement qu'il se sentait perdu en si haute compagnie. À côté de lui, avec l'air de quelqu'un qui a naturellement pris les rênes, était assis Hercule Poirot. La maisonnée se rassembla dans un silence gêné. Lady Eugénia, posée mais pâle, présidait au bout de la table. Miss Lyle planait à ses côtés, telle une ombre protectrice. Sir Lionel croisa ses longues mains devant lui, le regard attentif. Le docteur Celia March se redressa, l'air vif et professionnel. Le révérend Pike murmura une prière entre ses doigts joints. Redfern s'appuya contre la cheminée, tentant de dissimuler sa tension sous une apparence de désinvolture. Poirot tapota doucement la table. « Mes amis, il était nécessaire d'établir les faits avec précision. Un homme est mort dans des circonstances suspectes. Vous m'excuserez si je me montre brusque, mais l'exactitude était mon credo. Sans exactitude, la vérité se cache comme une aiguille dans une botte de foin. » L'agent Harris hocha vigoureusement la tête, même s'il était clair qu'il s'en remettrait à Poirot à chaque instant. « Commençons, » dit Poirot. « Par Lady Vale. Madame, vous êtes la maîtresse de maison. Dites-nous, quand avez-vous vu votre fils vivant pour la dernière fois ?» Le regard de dame Eugénia ne vacilla pas. « Au dîner. Il a bu plus que de raison et il nous a quittés avant la fin du Porto. Je ne l'ai plus revu. Tu as pris une retraite anticipée. » « Oui. J'avais des lettres à écrire. J'étais dans ma chambre à 10h30. Miss Lyle peut en témoigner. » Miss Lyle, tremblant légèrement, hocha la tête. « En effet, monsieur. J'ai moi-même pris la dictée de Lady Eugénia jusqu'à près de minuit. Nous n'avons rien entendu de fâcheux. » Poirot inclina la tête. « Et votre chambre, mademoiselle, est attenante à celle de madame. »« Oui. Je reste à proximité au cas où dame Eugénia aurait besoin de moi. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Précisément. Et pourtant, combien de portes séparent vos appartements de la chambre bleue ? 2. Le couloir tourne là, et on passe devant la petite armoire à linge. Bien. Et tu n'as entendu aucun bruit ? Aucun mouvement ? Rien que le vent, murmura Miss Lyle.
Poirot prit une petite note. « Maintenant, capitaine Redfern. Vous êtes, je crois, resté avec ces messieurs après le dîner ?» Redfern se tortilla, mal à l'aise. « Oui. » Julian était parti. Sir Lionel, le révérend Pike et moi sommes restés un moment. Quand nous avons rejoint les dames, il était absent. Je ne l'ai plus revu. Quand avez-vous pris votre retraite ? Vers minuit, je crois. Je dors dans l'aile ouest. Les moustaches de Poirot frémirent. Et vous, monsieur Pike ? Le pasteur parut troublé. Moi aussi, je me suis couché peu après 11 heures. Ma chambre est loin du salon bleu, monsieur. Je n'ai rien entendu. Poirot l'observa un instant. Et vos prières, monsieur, vous bercent-elles vite ? Le révérend rougit. Je m'efforce de dormir en paix, oui. Le ton de Poirot s'adoucit. Courage. C'est juste que chaque détail, aussi infime soit-il, a son importance. Il tourna son regard vers le docteur Marsh. Mademoiselle, vous avez examiné le corps. Vous avez fixé l'heure du décès entre minuit et 2 heures. Vous-même, où étiez-vous alors ? Dans ma chambre au rez-de-chaussée, répondit-elle calmement. J'y dors car je suis souvent appelée au village la nuit. Je lis jusqu'après minuit, puis je me retire. J'ai entendu l'horloge sonner. Les yeux de Poirot s'illuminèrent. « Tu as entendu l'horloge ? Et rien d'autre ? Pas de bruit de pas, pas de murmure ? » Non. Poirot soupira doucement, comme déçu. Pourtant, notre cher Hastings, il entend des murmures. Nous y viendrons. Hastings se redressa un peu gêné. Poirot se pencha vers lui. « Allons, mon ami, répétez-leur exactement ce que vous m'avez dit. » Hastings raconta donc les étranges phrases de la nuit. Tandis qu'il parlait, le visage de Lady Eugenia restait impassible, mais Miss Lyle pressait un mouchoir contre ses lèvres. Sir Lionel fronça les sourcils comme s'il avait reçu une réponse déroutante. À voix basse, s'exclama l'agent Harris en interrompant la porte. « Pardon, monsieur, mais dans une maison pleine de courants d'air. »« Non, non, » interrompit Poirot fermement. « Un courant d'air ne compose pas de phrases. Hastings est précis. Il entendit « à minuit », pas avant. Et aussi « dis-lui les roses ». Les mots sont délibérés. Lady Eugenia s'agita enfin. « Monsieur Poirot, suggérez-vous une intervention spectrale ? Ravensbury n'a pas sa place dans les histoires de fantômes. » Poirot eut un léger sourire. « Moi non plus, madame. Je ne crois qu'à la méchanceté humaine, plus inventive que n'importe quel fantôme. Maintenant, Sir. Lionel Dane, vous êtes silencieux. Vous avez l'air d'un avocat qui pèse ses mots. » Sir Lionel se pencha en avant, la voix mesurée. « Je dirais ceci, Poirot. Julian Val était imprudent en matière d'argent. Il m'a demandé conseil la semaine dernière sur ses dettes. Certains lui voulaient peut-être du mal, même des créanciers. Mais pour ce qui est d'hier soir, je me suis couché à 11h30. Ma chambre est au-dessus de la bibliothèque. Je n'ai rien entendu. Pourtant, vous notez soigneusement l'heure. Comment cela ? Je lisais un mémoire. Je l'ai posé quand l'horloge a sonné. Une vieille habitude. » Poirot hocha la tête. « Vos habitudes de précision sont excellentes. Je vous félicite. » Il se leva, marchant un peu, les mains croisées sur son gilet. « Nous voyons donc, chacun de vous prétend n'avoir rien entendu. Pourtant, un murmure a été entendu. Chacun de vous prétend s'être retiré entre 11h et minuit. Pourtant, la mort est survenue à cette heure précise. Une bouteille de poison, trop visible, gît près du lit. Une bougie laisse derrière elle ses larmes de cire. Et le parfum des violettes, ah, ne croyez pas que je ne l'ai pas remarqué, persiste dans cette maison. » La compagnie s'agita avec inquiétude. Poirot s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur Lady Eugenia. « Madame, encore une question. Votre fils aimait-il le parfum à la violette ?» Ses sourcils se haussèrent, stupéfaits. « Certainement pas. »« Alors, qui dans cette maison le fait ?» Le silence régna. Une légère rougeur effleura la joue de mademoiselle Lyle. Le docteur March regarda froidement le feu. Les lèvres du révérend Pike s'agitèrent en prière. Poirot s'inclina légèrement. « Eh bien, c'est assez pour l'instant. Agent Harris, vous allez sécuriser la salle bleue, n'y laisser entrer personne. La prochaine étape, mes amis, est que je vous parle à chacun en privé. Car bien que vous soyez assis ensemble en silence,
J'entends déjà la dissonance sous-jacente à votre harmonie. Ravensbury Hall est comme un orchestre. Chaque instrument joue sa partition, mais l'un d'eux joue la fausse note. Et Hercule Poirot, il a l'oreille. Chapitre 5. Soupçons et ombre. La matinée s'éternisait, lourde d'inquiétude. La pluie s'abattait sur les vitraux, et la vieille maison semblait se rétrécir sur elle-même, ses couloirs plus sombres, ses recoins plus obscurs. Ravensbury, pensa Hastings, était devenu une prison, chaque personne étant enfermée non pas par des serrures, mais par la suspicion. Poirot s'était arrangé avec une politesse qui ne souffrait aucun refus pour s'aménager un petit bureau dans la bibliothèque. C'était une longue pièce au plafond voûté et aux étagères qui sentaient vaguement la poussière et le cirage. Il y installa une petite table près du feu, posa son carnet bien droit devant lui et polit ses moustaches avec un soin minutieux. L'agent Harris, soulagé de céder sa responsabilité, s'installa à proximité, mais ne chercha pas à dissimuler sa déférence envers Poirot. Hastings, bien sûr, restait à portée de main, prêt à raconter ou à s'émerveiller. « Eh bien, Hastings, » murmura Poirot en taillant un crayon avec une finesse inutile, « c'est le moment de démêler les chevaux. Nous les invitons un par un à jouer leur petit rôle, et nous écoutons. Ah, mais avec nos oreilles. » Il se tapota la tempe. « Car ils mentiront, mon ami. Oh oui, ils mentiront. Mais le mensonge, il se trahit. Toujours. » La première à être appelée fut le docteur Celia March. Elle entra calme et sereine, ses cheveux noirs soigneusement bouclés, ses bottes encore légèrement tachées par la boue de sa tournée matinale. Elle accepta une chaise sans hésitation, les mains jointes sur ses genoux. « Mademoiselle, » dit Poirot, « vous êtes médecin, vous connaissez les poisons. »« J'en sais assez, » dit-elle d'un ton ferme, « mais je ne détenais pas de cyanure dans mon dispensaire. C'est strictement interdit, sauf pour certaines préparations, et alors sous licence. Je n'ai pas de licence. » Poirot inclina la tête. « Néanmoins, vous avez tout de suite reconnu les signes. L'odeur d'amande, la décoloration. D'autres non. C'est vrai. Tu connaissais bien Julian Vale. Je l'ai connu comme patient une ou deux fois, et comme fils de dame Eugénia. Il était... » Elle hésita. « Difficile. Il buvait trop, gaspillait son argent, traitait les femmes avec négligence. Mais il ne se confiait pas à moi. » Poirot se pencha en avant. « Et pourtant, mademoiselle, un homme comme celui-là, il laisse derrière lui des ressentiments. Vous n'en avez aucun ?» Ses yeux lancèrent des éclairs. « Je déteste la cruauté, monsieur Poirot, mais je n'en suis pas l'exécuteur. » Poirot esquissa un léger sourire. « Bien. Encore une chose. Où as-tu trouvé ton parfum ? » « Mon parfum ?» Elle parut un instant surprise. « Oui. Le parfum de Violette, c'est le tien, n'est-ce pas ?» L'espace d'un instant, elle sembla prête à nier. Puis elle haussa légèrement les épaules. « Oui, j'utilise du violet. Beaucoup de femmes le font. » Les moustaches de Poirot frémirent. Comme il faut. Il la congédia d'un salut courtois, mais son regard la suivit jusqu'à la porte avec intérêt. Vint ensuite Sir Lionel Dane, la dignité d'avocat intacte malgré ses lèvres pincées. Il était assis, un genou sur l'autre, les doigts croisés. « Monsieur Dane, » commença Poirot, « vous êtes un homme de loi. Vous connaissez bien la valeur du mobile. »« Oui, oui, » répondit Sir Lionel sèchement, « mais je n'ai pas l'habitude d'être interrogé comme suspect. »« Aucun de nous ne l'est, jusqu'à ce que l'heure sonne, » dit Poirot d'un ton neutre. « Tu savais que Julian Vale était endetté. Je l'ai fait. Il est venu me demander conseil. Je lui ai dit sans détour qu'il devait réduire ses dépenses ou courir à la ruine. Il a ri. Et s'il était ruiné ? Ses créanciers en souffriraient. Sa mère peut-être, mais pas moi. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Peut-être. Et pourtant, monsieur, vous avez le visage de quelqu'un qui observe de trop près. Hier soir, avez-vous observé qui a quitté le salon en premier ? Qui s'est attardé ? » Sir Lionel réfléchit. Mademoiselle Lyle s'est retirée tôt. Le révérend peu après. Le docteur March était resté, lisant. Lady Eugénia est partie avant 11 heures.
Le capitaine Redfern a suivi peu après. Quant à moi, je suis resté jusqu'à 1 heure et demie. Eh bien, un souvenir précis. Merci. Poirot le congédia d'un hochement de tête. Le révérend Pike entra ensuite, ses mains nerveuses caressant le bord de son chapeau. Il regarda autour de lui comme s'il attendait un jugement invisible des étagères de livres. « Monsieur le révérend » dit doucement Poirot. « Vous êtes inquiet. C'est naturel. Mais je souhaite simplement que les choses soient claires. » Le révérend déglutit. « Je vous assure, monsieur, que je ne connais rien au poison. Rien. »« Non. Pourtant, hier soir, tu as parlé de punition. Si quelqu'un doit être puni, ton ami Julian a dit, et tu as semblé, comment dire, acquiescent. Le prêtre tressaillit, et il se moquait de moi comme il le faisait souvent. Je l'ai supporté avec patience. Patiemment, oui, mais tu ne l'appréciais pas. Je le plaignais, il n'avait aucune foi. Le regard de Poirot s'aiguisa. Et la pitié, monsieur, peut parfois se transformer en colère. Souvenez-vous-en. Le révérend parut horrifié et Poirot le laissa partir d'un geste dédaigneux de la main. Mademoiselle Béatrice Lyle fut introduite, pâle et tremblante. Elle tordait un mouchoir de dentelle comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. « Mademoiselle, » dit doucement Poirot, « vous êtes la compagne de Lady Eugénia depuis quelques années. Vous connaissez la maison comme un cheveu sur la soupe. »« Yes, monsieur. »« Tu as pris une retraite anticipée. Pourquoi ?» Elle hésita. « J'étais fatigué. Lady Eugénia souhaitait dicter des lettres. Je l'ai aidée, puis je me suis excusé. J'étais au lit à 11 heures. » Poirot la regarda avec bienveillance. « Et pourtant, tu sembles effrayé. » Ses mains se crispèrent sur le mouchoir. « C'est une chose affreuse, monsieur. J'ai du mal à y penser. » Poirot se pencha. « Dites-moi, mademoiselle, portez-vous aussi du parfum de violette ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Oui, parfois. Dame Eugénia préfère ça. Elle me le donne. »« Ah, Lady Eugénia me l'a donné. C'est intéressant. » Le regard de Poirot se porta brièvement sur Hastings, comme pour marquer le point. Une fois mademoiselle Lyle partie, Redfern entra à grands pas, l'air impassible mais mal à l'aise. « Écoutez, Poirot, dit-il, c'est une affaire épouvantable. Mais vous ne soupçonnez sérieusement aucun de nous, n'est-ce pas ?» Poirot haussa les sourcils. « Qui dois-je soupçonner, mon capitaine? Des étrangers? Des fantômes? Non, non. La main qui a versé le poison appartient à quelqu'un qui vit sous ce toit. » Redfern rougit. « Alors c'est monstrueux. » Julian était un imbécile, mais il était de chair et de sang. La voix de Poirot se durcit. « Et que faisiez-vous dans le couloir après minuit, capitaine ?» Redfern sursauta. « Je n'étais pas dans le couloir. »« Pardon. Mais la cire sur le loquet, elle n'a pas été déposée là toute seule. Vous avez parfois des bougies sur vous ?» Redfern balbutia, puis rit brièvement. « Oui, l'électricité de mon aile est en panne. J'ai peut-être fait couler de la cire sans m'en rendre compte, mais je n'étais pas près de la chambre bleue. » Poirot prit note. « Peut-être. Vous pouvez y aller. » Finalement, Lady Eugénia entra en personne. Elle se tenait droite, digne dans son costume de deuil, le regard fixé sur Poirot. « Madame, dit-il doucement, votre perte est douloureuse. Pardonnez ma franchise. Mais la mort de votre fils vous a-t-elle été bénéfique financièrement ?» Ses lèvres s'amincirent. « Tu oses ?»« Je dois oser. Il était endetté. S'il avait vécu, il aurait peut-être dilapidé une plus grande partie de ta fortune. S'il était mort, ce qui reste t'appartient. » Lady Eugénia se redressa. « J'aimais mon fils. Quels que soient ses défauts, il était à moi. Si vous me croyez capable de meurtre, monsieur Poirot, vous m'insultez. » Poirot s'inclina. « Madame, je pense simplement ceci. Chaque personne à Ravensbury avait une raison de souhaiter le silence de Julian Vale. Certaines raisons sont insignifiantes, d'autres graves. C'est à moi de les distinguer. Vous êtes fier, oui, mais l'orgueil ne protège pas de la vérité. » Elle sortit de la pièce, Miss Lyle la suivant en volant. Poirot resta assis, faisant tournoyer ses moustaches. Hastings, incapable de se retenir, s'écria. « Alors, Poirot, qu'en pensez-vous »
Poirot sourit faiblement. C'est là, mon ami, la beauté de ces affaires. Chacune cache un secret, chacune profère un mensonge, mais une seule, a assassiné Julian Vale. Et déjà Hastings, les petites cellules grises, elles s'organisent. La mélodie commence. Chapitre 6. Les roses de Ravensbury. La pluie s'était calmée dans l'après-midi, laissant les pelouses humides et luisantes comme de l'étain. Hastings, agité après sa série d'entretiens, suivit Poirot dans le grand hall, où un vase de roses trônait sur le buffet. Leurs pétales cramoisis, éclatant sur le bois sombre, semblaient en briller dans la pénombre de la maison. Hastings marqua une pause, frappé par l'étrangeté de leur présence. « Des roses, murmura-t-il. Je les avais presque oubliées. » Poirot tourna brusquement la tête, le regard brillant. « Exactement, Hastings. Les roses. On y revient toujours. Vous souvenez-vous? Le murmure, dis-lui les roses. » Ce n'était pas une parole en l'air. Hastings fronça les sourcils. « Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On ne peut pas vraiment tuer des roses. »« Au contraire, mon ami, » répondit doucement Poirot. « Les roses sont toujours une affaire de passion, de secret, de dissimulation. Observez. » Il se pencha pour examiner le vase. « Elles sont fraîchement cueillies. Du jardin, n'est-ce pas? Et pourtant, regardez ici, cette tige est meurtrie, grossièrement sectionnée, non pas avec un sécateur, mais avec un couteau appliqué à la hâte. » Hastings se pencha pour regarder. « Par Jupiter, c'est vrai. » Poirot toucha délicatement les pétales. « Et là, voyez-vous la goutte sur le bord? Une légère décoloration, pas de l'eau, mais que diriez-vous? » Hastings renifla et recula. « Mon Dieu, amer comme des amandes. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Exactement. Une trace de solution de cyanure. Quelqu'un a manipulé le poison non seulement dans la chambre bleue, mais ici, là où se trouvent les roses. » Avant qu'Hastings puisse répondre, l'agent Harris entra dans le hall. « Pardon, monsieur. J'ai fouillé le terrain, comme vous l'avez dit. Rien d'inhabituel, si ce n'est que le jardinier, Tom Briggs, jure n'avoir coupé aucun rosier cette semaine. Il dit que le temps les gâte et qu'il n'aurait pas perdu son temps. » Poirot hocha la tête pensivement. « Merci, agent. C'est très instructif. Quelqu'un a souhaité des roses alors qu'il n'aurait pas dû y en avoir. » À ce moment-là, Lady Eugénia entra, Miss Lyle la suivant de près. Elle marqua une pause, son regard se posant sur Poirot et Hastings, penché sur le vase. « Vous examinez mes fleurs, monsieur? M'accuse-t-il aussi? » Poirot s'inclina. « Je n'accuse personne, madame. Je remarque seulement que ces roses ne sont pas l'œuvre du jardinier. » Le visage de Lady Eugénia ne changea pas, mais Miss Lyle rougit. « C'est moi, » avoua-t-elle rapidement. « Je les ai coupées. Madame adore les roses. Je voulais égayer la salle. »« Ah !» Les moustaches de Poirot frémirent. « Et avec quoi les avez-vous coupées, mademoiselle? Vous n'avez pas d'outil de jardinage. » Elle hésita. « Un canif. Le capitaine Redfern me l'a prêté. » Hastings jeta un coup d'œil à Poirot. Les yeux du détective belge brillaient. « Et quand était-ce, mademoiselle? »« Hier soir, avant le dîner. » Poirot inclina la tête. « Alors, vous avez placé les roses ici, innocemment peut-être. Pourtant, il y a du poison dessus. Vous ne l'avez pas renversé. Par conséquent, quelqu'un d'autre s'est approché de ces roses après que vous les ayez disposées. » La main de dame Eugénia se serra plus fort sur le bras de sa compagne. « Assez, monsieur. Ma maison n'est pas le théâtre de vos conjectures. » La voix de Poirot resta douce. « Néanmoins, madame, les faits parlent. Les roses sont tachées. Le poison les a touchées. Et le mourant, qu'a-t-il murmuré, Hastings? À minuit, pas avant. Et raconte-lui les roses. » Poirot se tourna vers Lady Eugénia. « Ne voyez-vous pas, madame, c'était son message, son accusation, ou peut-être son plaidoyer. Les roses sont au cœur de cette tragédie. » Lady Eugénia se redressa. « Si mon fils a parlé, c'était dans le délire. Je ne laisserai pas ces derniers mots tourner au scandale. »
Sur ces mots, elle s'éloigna, Miss Lyle voltant anxieusement dans son sillage. Poirot la regarda partir, le regard pensif. L'orgueil, Hastings. L'orgueil avant tout. Pourtant, l'orgueil ne peut altérer la vérité. Quelqu'un ici a manipulé du poison avec ses roses. Quelqu'un ici, par désespoir ou à dessein, a laissé cet indice. Hastings secoua la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Poirot? Pourquoi des roses? Pourquoi ne pas détruire la fiole, cacher le verre? Pourquoi parler de fleurs? Poirot eut un léger sourire. Parce que, mon ami, le criminel est humain, et les humains sont des créatures d'habitude, de sentiments, de petites vanités. Comprendre les roses, c'est comprendre la main qui les a choisies. Patience. Le motif se dessine. Tandis qu'il parlait, l'agent Harris revint avec un morceau de papier plié. « J'ai trouvé ceci, monsieur, dans le cendrier près de la cuisine, à moitié brûlé. » Il le tendit à Poirot. Poirot déplia le fragment carbonisé. Sur celui-ci, bien que calciné, quelques mots restaient illisibles. « Des roses à minuit, pas avant. » Hastings retint son souffle. « Seigneur, c'est exactement la phrase que j'ai entendu murmurer. » Les yeux de Poirot se plissèrent. « Oui, Hastings. Quelqu'un a écrit les mots avant qu'ils ne soient prononcés. Ce n'est pas de l'imagination. C'est de la répétition. C'est une conception. » Il déposa soigneusement le fragment sur la table, à côté des roses abîmées. « Nous avançons, mon ami. Le meurtrier est malin, certes, mais pas infaillible. Les roses, elles commencent déjà à trahir. » Chapitre 7. Mensonge à la lumière de la lampe. Le soir s'installa à nouveau sur Ravensbury Hall, bien que l'orage de la nuit précédente fût passé. Un silence pesant et attentif régnait. Les lampes brillaient dans le salon, le feu crépitait docilement. Et pourtant l'atmosphère restait pesante, comme si les murs eux-mêmes conspiraient pour nous surprendre. Poirot, assis dans un fauteuil à haut dossier près de l'âtre, observait la compagnie avec une patience sereine. Hastings connaissait bien ce regard. C'était celui d'un pêcheur se contentant de laisser l'appât flotter sur l'eau, tandis que le poisson s'agitait. Lady Eugenia occupait sa place habituelle devant la cheminée, les mains jointes. Miss Lyle voltait non loin de là, tentant de dissiper le silence par un bavardage nerveux. Sir Lionel se tenait à la fenêtre, fixant le crépuscule avec l'abstraction d'un avocat. Le docteur Celia March lisait tranquillement, même si ses lèvres pincées trahissaient parfois son attention. Le capitaine Redfern, les jambes allongées devant lui, fumait avec ostentation. Le révérend Pike avait sorti un petit livre de prières qu'il tenait comme un talisman, sans toutefois en tourner les pages. « Mesdames et messieurs, » commença doucement Poirot, « pardonnez-moi si je trouble votre tranquillité. Mais je dois insister. La vérité éclatera. »« Déjà, » me murmuraient les roses. Lady Eugenia pinça les lèvres. « Monsieur Poirot, ces histoires de roses. La mort de mon fils mérite la dignité, pas les énigmes. » Poirot inclina la tête. « C'est précisément la dignité que je recherche, pour les morts comme pour les vivants. Mais ne soyons pas trop solennels. Examinons plutôt, comment dire, certaines petites contradictions. » Redfern exhala un panache de fumée. « Des contradictions? De quelle sorte ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « De ces lueurs qui apparaissent quand on oublie ce qu'on a dit. Capitaine, hier soir vous m'avez assuré ne pas être dans le couloir vers minuit. Pourtant aujourd'hui mademoiselle Lyle m'a dit que vous lui aviez prêté votre canif, avec lequel elle a coupé les roses avant le dîner. Très bien. Mais ce canif, je constate, ne vous a pas été rendu. N'est-ce pas ?» Redfern sursauta. « Zut, Poirot, je l'avais complètement oublié. Miss Lyle l'a toujours, je suppose. » Miss Lyle était visiblement troublée. « Je l'ai rendu. Je l'ai laissé sur le buffet avec les roses. Je pensais que le capitaine Redfern le verrait. » Poirot leva une main délicate. « Ah, mais il ne l'a pas fait. Alors où est-il maintenant? Ni sur le buffet, ni dans la poche du capitaine. Un couteau égaré, c'est dangereux. » Le silence s'épaissit. Hastings sentit la tension se resserrer.
Sir Lionel prit soudain la parole depuis la fenêtre. Peut-être que Julian l'a pris. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Expliquez-moi, monsieur Dane, » dit doucement Poirot. L'avocat changea de position. Julian était agité. Il a peut-être pris le couteau pour une raison insensée. Si c'est le cas, cela pourrait expliquer les tiges abîmées des roses. C'est possible, admit Poirot. Pourtant, monsieur, vous n'en avez pas parlé hier soir quand je vous ai demandé qui s'attardait dans le salon. N'avez-vous pas vu Julian revenir? Sir Lionel hésita. Oui, brièvement. Il est entré après le départ des autres. Il avait l'air distrait. Il s'est servi du cognac, a murmuré quelque chose, puis est reparti. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Le visage de dame Eugénia se durcit. Vous auriez dû nous le dire. Sir Lionel s'inclina légèrement. Je ne pensais pas que ce soit important. Maintenant, peut-être que si. Les yeux de Poirot brillèrent. Très significatif, monsieur. Car cela place Julian en vie après le port, après le départ des autres. Cela réduit l'heure. Il se tourna soudain vers le docteur Marsh. Et vous, mademoiselle, hier soir, vous m'avez dit que vous aviez lu jusqu'après minuit. Quel livre vous a retenu si tard? Elle leva le menton. Un volume de Thackeray. Vous pouvez l'examiner, s'il vous plaît. Merci. Et pourtant, la femme de chambre qui a allumé votre feu rapporte que votre lampe était éteinte à 11 heures. Comment avez-vous donc lu, sinon dans l'obscurité? Un frisson parcourut l'assemblée. Les yeux du docteur Marsh flamboyèrent, mais sa voix était assurée. Peut-être que la jeune fille s'est trompée. Peut-être, murmura Poirot, mais je ne crois pas. Non, je crois que vous étiez ailleurs dans la maison. Je crois que vous avez bougé dans les couloirs à l'heure même de la mort de Julian. Elle se leva brusquement. C'est intolérable. Vous ne pouvez pas m'accuser sur la foi d'une servante à moitié formée. Poirot écarta les mains. Je n'accuse personne, pour l'instant. Je révèle simplement que 2 d'entre vous se sont déjà contredits. Le révérend Pike, tremblant, s'écria « C'est anti-chrétien. Semer la suspicion. Nous monter les uns contre les autres. C'est malhonnête. » La voix de Poirot s'adoucit. « Non, monsieur. C'est un crime de tuer. Révéler la vérité, c'est la justice. » Dame Eugénia se retourna brusquement. « Assez. Je ne laisserai pas ma maisonnée être déchirée par des insinuations. » Poirot se leva, sa silhouette menue et impérieuse. « Madame, pardonnez-moi, mais il est trop tard. Les mensonges sont déjà là. Ils se multiplient comme des ombres au crépuscule. Seule la lumière les dissipera. Et Hercule Poirot, il est la lumière, aussi importune soit-elle. » Pendant un instant, personne ne bougea. Puis mademoiselle Lyle laissa échapper un sanglot étranglé et s'enfuit. Lady Eugénia la suivit rapidement, sa dignité mise à rude épreuve. Redfern écrasa sa cigarette avec une force inutile. Sir Lionel reprit sa surveillance à la fenêtre. Poirot, impassible, ajusta ses menottes. « Vous voyez, Hastings, déjà l'édifice commence à se fissurer. Le couteau a disparu. Les roses empoisonnées. L'heure de la mort est incertaine. Mensonge sur mensonge. Et au centre, notre pauvre Julian Vale, qui prononça ces derniers mots non pas dans le délire, mais avec détermination. À minuit. Pas avant. Il en savait plus qu'il n'était censé savoir. Il regarda le feu, les yeux mi-clos. Patience, mon ami. Ce soir, nous veillerons. Et demain, demain, les petites cellules grises nous guideront vers la vérité. Chapitre 8. Une fissure dans le masque. La nuit s'épaississait autour de Ravensbury, enveloppant la maison d'un silence si profond que chaque craquement de bois, chaque souffle de vent semblait amplifié. Hastings, qui avait résolu de rester, éveillé et attentif, sentit ses paupières lourdes malgré sa résolution. Il somnolait dans le fauteuil de la bibliothèque, parfois surpris par le carillon solennel de l'horloge. Poirot, au contraire, était assis droit à la petite table, impeccable comme un maître d'échecs, les mains jointes, le regard alerte derrière ses paupières à demi baissées. Il lui semblait tel un chat devant un trou de souris, patient,
inflexible, sûr de lui. Il était presque 11 heures lorsque le silence fut rompu. Un cri, mince, étouffé, mais indéniablement humain, retentit dans le couloir. Hastings se releva aussitôt, Poirot déjà levé. Ils suivirent le bruit jusqu'au petit salon, où Miss Béatrice Lyle était assise, affalée sur une chaise, les mains tremblantes, le visage pâle comme l'ivoire. Dame Eugénia se tenait au-dessus d'elle, figée, les yeux étincelants. « Calme-toi, Béatrice, » ordonna-t-elle d'une voix tendue. Miss Lyle sanglota. « Je ne peux pas supporter ça, je ne peux pas. Monsieur Poirot, croyez-moi, je ne voulais pas vous faire de mal, seulement vous protéger. » La voix de Poirot trancha le tumulte, tel un scalpel. « Mademoiselle, vous devez parler. Votre silence vous condamne déjà plus que n'importe quelle parole. » Miss Lyle serra son mouchoir. « C'étaient les roses, monsieur. Je les ai déposées dans le hall. Mais plus tard, j'ai vu Julian en prendre une. Il riait, comme s'il gardait un secret. Je n'y ai prêté aucune attention sur le moment, mais plus tard, je l'ai entendu tousser, dans la nuit. J'avais trop peur de le dire. Pardonnez-moi. » Le visage de Dame Eugénia blêmit. « Vous avez vu ça et vous l'avez caché. »« Je croyais que ça ne signifiait rien, » s'écria mademoiselle Lyle. « Ce n'est que lorsque vous nous avez interrogés, Poirot, que j'ai craint que cela ait de l'importance. S'il a touché les roses et qu'elles étaient empoisonnées, alors... Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ?» Poirot se pencha vers elle, d'un ton mesuré. « Calmez-vous, mademoiselle. Vous n'êtes pas responsable de sa mort, mais votre silence a occulté la vérité. Dites-nous, quand était-ce? À quelle heure avez-vous vu M. Val avec la rose ?» Sa voix tremblait. « Après le dîner, avant de me coucher. Peut-être 10h30. » Les yeux de Poirot brillèrent. Alors déjà les roses étaient souillées. Déjà le piège était tendu. Hastings intervint, déconcerté. « Mais Poirot, comment Julian a-t-il pu prendre du poison d'une rose? On ne mange pas les pétales. » Poirot sourit faiblement. « Non, mon ami. Mais on peut les toucher, les manipuler, les porter aux lèvres. Le cyanure, il pénètre par le goût, par l'haleine. Un geste inconsidéré suffit. » Dame Eugénie pressa sa main contre son front. « Béatrice, vous auriez dû parler. L'affaire aurait été claire. » Mais Poirot secoua la tête. « Non, madame, ce n'est pas si simple. Si les roses ont été empoisonnées avant 10h30, alors le meurtrier les a préparées tôt. Pourtant, Julian n'est mort qu'après minuit. Pourquoi ce retard? Pourquoi ce murmure à minuit? Pas avant ?» Mademoiselle Lyle laissa échapper un léger gémissement. « Je ne peux rien dire. » « Je n'en sais pas plus. » Poirot se redressa, la voix soudain sèche. « Vous savez quelque chose, mademoiselle. Vous savez qui d'autre a bougé dans le couloir cette nuit-là. » Ses yeux s'écarquillèrent de terreur. « Non. » « Oui. » Le ton de Poirot était implacable. « Vous avez vu quelqu'un. Peut-être juste une ombre, mais vous avez vu. Elle enfouit son visage dans ses mains. J'ai vu une lumière juste après minuit, une bougie portée devant ma porte. Je n'osais pas l'ouvrir, mais les pas, ils se dirigeaient vers la chambre bleue. La pièce se tut. Lady Eugénia retint son souffle. Le cœur d'Hastings battait fort. Poirot se pencha plus près, d'une voix douce comme la soie. « De qui sont les pas, mademoiselle ?» Elle secoua la tête avec emportement. « Je ne voyais rien. J'entendais seulement... Le pas était ferme. Un pas d'homme, je crois. » Les yeux de Poirot brillèrent. Enfin une lueur. Une bougie, un pas d'homme, minuit. C'est assez. Lady Eugénia saisit le bras de Miss Lyle. « Idiote! Gardez le silence et bavardez ensuite. Ne vois-tu pas à quel point tu nous mets tous en danger ?» Poirot leva la main. « Madame, laissez-la tranquille. Sa peur est sincère, et avec la peur naît la vérité. Ce soir, Hastings, nous commençons à entrevoir le décor. Les roses, le murmure, la bougie, chaque pièce s'accorde parfaitement. » Il se tourna de nouveau vers mademoiselle Lyle d'une voix douce.
Courage, mademoiselle. Vous avez enfin fait votre devoir. Dormez si vous le pouvez. Demain nous en saurons plus. » Tandis qu'on emmenait mademoiselle Lyle, Hastings murmura: « Alors, Poirot, la croyez-vous » Les moustaches de Poirot se relevèrent. « Je crois qu'elle a vu une bougie. Je crois qu'elle a entendu un pas. Mais la vérité, mon ami, ne réside pas dans ce que les gens disent, mais dans ce qu'ils s'efforcent de dissimuler. Et ce soir, ce n'est pas Miss Lyle qui m'intéresse le plus. »« Qui donc ?» demanda Hastings. Le regard de Poirot se posa sur Lady Eugénia, toujours immobile, les mains crispées, son profil pétrifié sous la lumière des lampes. « La veuve, Hastings, la veuve qui refuse de pleurer. Toujours elle impose le silence. Toujours elle détourne la vérité. Mais un murmure ne peut être réduit au silence. Et bientôt, Ravensbury résonnera de bien plus que des murmures. Elle prononcera le nom d'un meurtrier. » Chapitre 9. Le piège est tendu. Le lendemain, le jour se leva clair, mais d'un froid mordant. La lande aux abords de Ravensbury étant glacée par le givre qui scintillait comme 1000 lames minuscules. L'air à l'intérieur de la maison était tout aussi âcre. Les domestiques se déplaçaient à pas feutrés. La famille s'évitait dans les couloirs. Et chaque bruit, pas, porte, même le faible carillon de l'horloge, était chargé d'une tension pesante. Hastings trouva Poirot dans la bibliothèque, rangeant les livres sur la table avec une précision minutieuse. Il les disposait non par sujet ni par taille, mais selon une géométrie personnelle. Hastings avait appris depuis longtemps à ne pas interrompre ses rituels. Enfin, Poirot se retourna, le regard brillant. « Mon ami, l'heure est venue. Le meurtrier est malin, certes, mais Hercule Poirot, lui, le sera encore plus. Nous devons créer la petite scène sur laquelle la vérité sera contrainte de se produire. » Hastings cligna des yeux. « Une scène, Poirot ?» Poirot inclina la tête. « Exactement. Ce soir, je les rassemblerai tous. Mais d'abord, je dois me préparer. » Il baissa la voix. « J'en sais déjà plus que je n'en dis. Les mensonges, ils poussent comme des mauvaises herbes dans un jardin à la française. Mais j'exige une confirmation. Alors, on plante une graine, et on verra bien qui l'arrose. » Il ne voulut pas s'expliquer davantage, mais après le déjeuner, Poirot convoqua la maisonnée au salon. Ils s'assemblèrent à contre-cœur. Lady Eugénia, froide et digne, Miss Lyle, pâle et tremblante, Sir Lionel sur ses gardes, le docteur Celia March, posé, Redfern, agité, et le révérend Pike, pâle de piété. L'agent Harris se tenait à l'arrière-plan, la plume gribouillant consciencieusement, mais son regard se posait souvent sur Poirot comme sur un maître. « Mes amis, » commença Poirot d'un ton calme mais empreint de force, « j'ai pour habitude de mettre mes convictions à l'épreuve. Vous avez tous entendu les murmures de la nuit, à minuit, pas avant. Et les roses aussi, elles parlent. J'y ai réfléchi et je vous le dis. Julian Vale n'est pas mort seul dans sa chambre. Il a été attiré, oui, attiré dans la chambre bleue, et y a été empoisonné par une main en qui il avait confiance. » Un frisson parcourut l'assemblée. Les lèvres de Lady Eugénia se pincèrent. Redfern marmonna dans sa barbe. Miss Lyle tordit son mouchoir. Poirot prit un petit objet sur la table et le tint délicatement entre le pouce et l'index. C'était le fragment de papier carbonisé récupéré dans la poubelle à cendres. Voici à moitié brûlés ces mots. « Des roses à minuit, pas avant. » Le meurtrier les a écrites, répétées, murmurées. Dites-moi, qui parmi vous a une écriture assez fine pour une telle écriture? Ses yeux allaient délibérément de l'un à l'autre. Sir Lionel changea de position. Le regard du docteur March ne faiblit pas. Le visage de Lady Eugénia était impassible, malgré un frémissement musculaire à sa tempe. Poirot remit le fragment avec précaution. Mais il y a plus. Les roses elles-mêmes. Ah, Hastings, montre-les-moi. Hastings apporta le vase du hall. Les fleurs cramoisies étaient fanées, leurs pétales recourbés, mais elles exhalaient encore faiblement cette trace amère.
Poirot les désigna d'un geste. « J'ai dit à l'agent Harris de ne pas y toucher. Ce sont des preuves. Le poison est encore présent. Et pourtant... » Julian Vale en accueillit une à 10h30. Qui l'a vue? Mademoiselle Lyle laissa échapper un sanglot. « C'est vrai. Je te l'avais dit. » « Exactement. Et qu'a-t-il dit en le prenant ?» Elle hésita. Il a ri. Il a dit quelque chose. Quelque chose comme quoi les roses durent plus longtemps que les dettes. Les yeux de Poirot brillèrent. « Ah, très bien. » Une phrase légère mais pleine de sens. Il se retourna brusquement. « Et vous, Madame Vale, n'avez-vous pas remarqué au dîner que cette maison exigeait la paix? La paix, à tout prix. » Lady Eugénia se redressa. « Monsieur Poirot, vous m'insultez. Mon fils est mort, et vous transformez chaque mot que je prononce en accusation. » « Non, madame, je ne fais que vous tenir le miroir. Vous craignez ce que vous y voyez. » Poirot laissa le silence s'éterniser jusqu'à devenir insupportable. Puis il dit doucement: « Ce soir, je prouverai qui a apporté la bougie à la chambre bleue. Ce soir, Ravensbury livrera son secret. En attendant, je vous prie de rester sous ce toit. N'essayez pas de partir, car l'un d'entre vous, oui un, a commis un meurtre. » Et Hercule Poirot ne faillit jamais. Il s'inclina et les congédia d'un geste de la main. Ils sortirent dans un silence gêné. Lorsqu'ils furent seuls, Hastings s'exclama: « Mais Poirot, vous avez accusé la moitié de la maisonnée d'un seul coup. » « Et si vous aviez tort ?» Poirot eut un léger sourire. « Alors, mon ami, le coupable ne dormira pas cette nuit. J'ai déjà vu le tremblement, le regard, l'ombre dans son œil. N'est-ce pas ?» Hastings secoua la tête, impuissant. « J'avoue que je n'ai vu que de la peur chez chacun d'eux. »« Exactement, » s'écria Poirot. « La peur, c'est la musique de la culpabilité, mais chacune joue une note différente. Ce soir, nous allons écouter le faux accord. J'ai tendu le piège. Maintenant, attendons qu'il se déclenche. » Il polit ses moustaches jusqu'à ce qu'elles brillent. « À minuit, Hastings, pas avant. » Chapitre 10. Le rassemblement de minuit. La maison était silencieuse à l'approche de minuit, chaque lampe projetant de longues ombres inquiétantes sur les murs lambrissés. Ravensbury, avec ses couloirs où chuchotaient les courants d'air, semblait retenir son souffle. Hastings, qui avait accompagné Poirot à travers bien des périls, ne se souvenait pas d'une nuit aussi chargée d'attentes. Poirot avait ordonné que tout le monde sous le toit se rassemble dans la grande salle à minuit. Les domestiques, les yeux écarquillés, se groupaient au fond. L'agent Harris était assis, raide, avec son carnet bien qu'il n'écrivît rien. Devant l'âtre, les roses à nouveau disposées dans leur vase. Poirot se tenait impeccable dans son costume sombre, la moustache impeccable, le regard brillant comme des diamants noirs. Un par un, les suspects prirent place. Lady Eugénia, grande et austère, sa robe noire luisante comme du jais poli. Miss Lyle, visiblement tremblante, son mouchoir déjà humide aux doigts. Sir Lionel, calme et pourtant vigilant, le regard fixe d'avocat comme s'il attendait la moindre hésitation. Le docteur Celia March, impassible, la posture inflexible. Le capitaine Redfern, agité, arpentant la pièce avec une énergie contenue. Et le révérend Pike, pâle, serrant son livre de prière comme pour le protéger de toute révélation. Poirot leva la main, et le silence régna. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, « nous sommes arrivés à l'heure dite. C'est bien, n'est-ce pas? Car les mots qui hantaient cette maison étaient « à minuit », pas avant. Alors à minuit, nous entendrons la vérité. » Un frisson parcourut l'entreprise. Hastings sentit son cœur battre plus vite. Poirot marchait lentement devant l'âtre. Julian Vale a été empoisonné, mais il ne l'a pas été par hasard, ni de sa propre main. Il a été assassiné. Le poison, du cyanure, a été introduit par des moyens des plus curieux, sur les pétales des roses. Il fit un geste vers le vase. Voyez, ils exhalent encore cette trace amère. Julian en cueillit un avant 10h30, rit et le porta à ses lèvres. Le piège était déjà tendu. Le docteur March se pencha. «
Mais vous l'avez dit vous-même, il n'est mort qu'après minuit. Exactement, répondit Poirot. C'est le cœur de l'énigme. Pourquoi un homme touché par le poison à 10 heures ne succomberait-il que 2 heures plus tard? La réponse est simple. Il n'en a absorbé qu'une trace à ce moment-là, suffisamment pour provoquer un malaise, pas la mort. Il était censé mourir plus tard, délibérément, lorsqu'il a été convoqué dans la chambre bleue. Il se tourna soudain vers mademoiselle Lyle. « Vous avez entendu la bougie, mademoiselle. Vous avez entendu les pas à minuit. Des pas d'homme, disiez-vous. Mais vous vous trompiez. Le pas était lourd, certes, mais c'était celui d'une femme, chargée de détermination. » Miss Lyle haleta, ses yeux se dirigeant vers Lady Eugenia. Poirot inclina la tête. « Justement. Lady Vale portait la bougie. C'est elle qui s'est rendue dans la chambre de son fils. C'est elle qui a placé à son chevet le verre dans lequel la dose fatale avait été dissoute. » La salle s'agita. Le révérend Pike murmura une prière. Redfern jura dans sa barbe. Dame Eugénie ne bougea pas. Son visage, pâle et posé, semblait gravé dans le marbre. « Vous osez m'accuser, monsieur ? » ?»« Je n'accuse pas, » dit doucement Poirot. « Je déclare. Votre fils a gaspillé, joué, bu. Il a menacé votre patrimoine, votre fierté, votre nom même. Vous qui valorisez la dignité par-dessus tout, vous n'avez pas pu supporter le déshonneur. Alors vous avez planifié. Vous avez utilisé les roses, vos roses, votre parfum préféré, pour masquer l'odeur du cyanure. Vous avez répété les murmures, les avez écrits, brûlé le mot. Mais il en est resté la moitié, assez pour vous trahir. Et lorsque Juliane accueillit la rose, vous avez attendu minuit, le sommeil de tous, et terminé votre œuvre. « Mensonge !» s'écria Sir Lionel. « Poirot, c'est monstrueux. » Les yeux de Poirot brillèrent. « Vraiment ? Alors expliquez-moi, qui seul imposait le silence chaque fois qu'on parlait de rose ? Qui seul offrait à Miss Lyle ce parfum de violette qui persistait jusque dans le couloir où passait la bougie ? Qui seul, Hastings, ne manifestait aucun chagrin, seulement de la fierté ? Lady Eugenia. Tous les regards se tournèrent vers elle. Mademoiselle Lyle sanglotait ouvertement. Le révérend serrait son livre plus fort. Redfern le fixait, stupéfait. Les lèvres de Lady Eugenia s'entr'ouvrirent. Un long moment, elle resta figée, sa dignité intacte. Puis, lentement, ses mains se desserrèrent. Elle regarda Poirot avec un calme terrible. « Vous parlez avec talent, monsieur, mais même le talent ne peut altérer la vérité. Mon fils était faible, oui, il a gaspillé, il m'a couvert de honte, mais je ne l'ai pas tué. » Poirot s'inclina légèrement. « Alors, madame, comment expliquez-vous cela ?» Il sortit de sa poche le canif, la lame légèrement tachée. « On l'a retrouvé cet après-midi dans les cendres de l'incendie de la chambre bleue. Avec lui, les roses ont été coupées. Avec lui, les tiges ont été abîmées. Le capitaine Redfern l'a prêté. Mademoiselle Lyle l'a rendu. Mais c'est vous qui l'avez gardé. Et dans votre chambre, madame, j'ai trouvé la fiole de cyanure correspondante, dissimulée dans un coffret de lettres. » Un hoquet parcourut la salle. Hastings lui-même le regarda stupéfait. La voix de Poirot se réduisit à un murmure, mais chaque mot portait. « À minuit, pas avant. C'était votre murmure, madame. Votre pas dans le couloir. La cire de votre bougie sur le loquet. Hercule Poirot ne se trompe pas. » Silence. Le feu crépitait. Enfin, dame Eugénie prit une longue inspiration. « Oui, » dit-elle d'une voix basse et posée, « c'est vrai. » Miss Lyle poussa un cri. Redfern bondit en avant, mais Poirot leva la main pour réclamer le silence. Lady Eugenia resta immobile, le regard fixé sur les roses. « C'était mon fils, » poursuivit-elle, « mais il aurait tout détruit. Le nom de Vale, le domaine, tout ce qu'Ambrose avait bâti. Je ne pouvais pas le permettre. Mieux vaut la dignité sans lui que la honte avec lui. Il s'est moqué de moi jusqu'à la fin, riant, une rose à la main. Alors j'ai attendu. À minuit, je suis allé le trouver. Je lui ai apporté la paix. » Ses paroles tombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau profonde.
Poirot baissa la tête. « Madame, vous parlez avec courage, mais la justice doit suivre son cours. » Il se tourna vers l'agent Harris. « Vous entendrez ses aveux, monsieur. » L'agent déglutit difficilement et se redressa lourdement. « Oui, monsieur Poirot. »« Je l'entends. » Dame Eugénia se redressa, fière de son profil. « Fais de moi ce que tu dois. Mais souviens-toi de ceci. Juliane était faible, j'étais forte. C'est la force qui dure. » Elle se retourna et sans attendre qu'on la conduise, quitta le hall d'un pas mesuré. Miss Lyle la suivit en pleurant. Les autres restèrent silencieux, bouleversés. Poirot resta immobile, le regard grave. « Vous voyez, Hastings, dit-il doucement, ce n'est pas le fils téméraire qui a triomphé, mais la mère fière qui est tombée. Le meurtre n'est jamais intelligent, mon ami. Il se trahit toujours, même habillé de rose. » Chapitre 11. Poirot réfléchit. Le matin suivant la confession de Lady Eugénia, le temps était froid et calme. Un soleil pâle se leva sur les pelouses couvertes de givre, transformant les ifs en silhouettes noires sur fond de champs scintillants. La maison, bien qu'en apparence inchangée, portait le silence des séquelles. Des domestiques chuchotaient dans les coins, et la charpente elle-même semblait voilée, comme si Ravensbury elle-même était en deuil. Hastings descendit dans la salle à manger, où un modeste buffet avait été dressé, mais à peine touché. Le capitaine Redfern se tenait près du buffet, fixant distraitement la cafetière en argent. Sir Lionel Dane, assis devant lui, le journal non lu, était figé, tandis que Miss Lyle essuyait ses yeux rougis avec son mouchoir, chacun de ses mouvements timides et craintifs. Le révérend Pike murmurait des prières en buvant son thé, d'une voix basse et inégale. Seul le docteur Celia Marsh semblait calme, bien que son regard exprimât une tristesse plus profonde que les mots. Et Poirot, impeccable comme toujours, était assis sereinement à la table, coupant une tranche de pain grillé avec une précision impeccable. Il aurait pu être n'importe quel gentleman commençant une journée tranquille, mais Hastings savait que l'esprit derrière ce calme apparent travaillait avec un ordre implacable. « Mon ami, » dit Poirot à l'entrée d'Hastings, « vous avez dormi, j'espère. C'est nécessaire après une telle agitation. »« Je n'ai pas beaucoup dormi, » admit Hastings. « Toute cette histoire, horrible, Lady Eugénia, je n'aurais jamais dû y croire. » Poirot inclina gravement la tête. C'est souvent le cas. Le meurtrier, Hastings, n'est pas l'étranger, l'intrus, l'ombre sur la route. C'est celui qui est dans le cercle, celui en qui nous avons confiance. C'est l'essence même de la tragédie. Redfern se retourna brusquement, la voix rauque. « Et que va-t-il lui arriver maintenant ?» Poirot écarta les mains. « La loi doit suivre son cours, naturellement. L'agent Harris a fait son devoir. Il y aura un procès, un jugement. Ce n'est pas à Hercule Poirot de dicter. Je ne suis que le révélateur de la vérité. » Mademoiselle Lyle laissa échapper un léger sanglot. « Elle a toujours été si forte. Je pensais que quoi qu'il arrive, elle pourrait tenir le coup. » Le regard de Poirot s'adoucit. « Elle a trop souffert, mademoiselle. L'orgueil est devenu son tyran. L'orgueil sans pitié est comme une lame sans fourreau. Il coupe tous ceux qui la touchent, même la main qui la manie. » Sir Lionel s'agita, l'esprit de son avocat incapable de se reposer. « Poirot !» Son mobile était fort, oui. Mais pourquoi ces murmures sophistiqués? Pourquoi ces roses? Pourquoi pas une méthode plus simple et plus sûre? Poirot le regarda avec attention. « Parce que, monsieur, l'esprit humain n'est pas une machine. Il a soif de symboles. Lady Eugénia souhaitait non seulement tuer, mais mettre en scène l'acte à la hauteur de son sens du drame. Les roses étaient à elle, son parfum, son habit. Elle songea à masquer l'amertume du poison par la douceur de la fleur. Et les murmures, ah, c'était à la fois de l'intimidation et de la diversion. Elle les répéta, les écrivit, brûla même le mot. Mais ils la trahirent malgré tout. À minuit, pas avant. La précision même la condamnait. Le docteur Marsh posa sa tasse avec une insistance discrète. C'était de la fierté, comme vous dites, mais aussi du désespoir.
Elle se croyait gardienne du nom du Val, comme si elle était seule à devoir le préserver. Cette croyance est dangereuse lorsqu'elle aveugle à la miséricorde. Poirot la regarda pensivement. « Vous êtes sage, mademoiselle. Mais rappelez-vous, le meurtre n'est jamais noble, jamais clément. Ce n'est que destruction, aussi nobles soient les mots qui l'excusent. » Un silence s'ensuivit. L'horloge tic-taquait. Dehors, un corbeau criait rauquement. Hastings, sentant l'obscurité s'installer, chercha à rallumer un peu de lumière. « Au moins, Poirot, vous avez fait votre travail. Vous avez percé à jour les mensonges, révélé la vérité. » Poirot sourit faiblement. « C'est ma tâche, Hastings. Mais ne me croyez pas triomphant. Ce n'est pas une victoire quand une mère détruit son fils, quand l'orgueil l'emporte sur l'amour. Ce n'est que justice, froide et inévitable. Les petites cellules grises ne se réjouissent pas. Elles obéissent. » Il plia soigneusement sa serviette et se leva. « Viens, Hastings. Nous quittons Ravensbury aujourd'hui. L'endroit n'est plus hospitalier. Il appartiendra désormais au silence, au souvenir, aux murmures qui persistent longtemps après la disparition des voix. » En quittant la salle à manger, Hastings jeta un coup d'œil en arrière. Miss Lyle pleurait encore doucement. Redfern fixait le givre. Sir Lionel était assis, l'air sombre. Le révérend priait. La maison, autrefois un cercle de civilité prudente, était irrémédiablement brisée. Plus tard, tandis que leur voiture les emmenait dans l'allée sinueuse, Hastings regarda la grande maison dont les fenêtres baignaient le soleil pâle. « Poirot, dit-il doucement, pensez-vous que Lady Eugénia regrette cela ?» Le regard de Poirot resta fixé devant lui. « Le regret, mon ami, est l'ombre de l'orgueil. Il ne survient qu'une fois l'acte accompli. Elle regrettera, certes, mais trop tard. Il est toujours trop tard. » La lande s'ouvrait devant eux, désolée et sans fin, et Ravensbury Hall s'éloignait au loin, son secret révélé, sa dignité perdue. Poirot ajusta ses gants, impeccable jusqu'au bout. Une autre affaire classée, Hastings. Une autre leçon. Ne jamais se fier à l'orgueil, car il tue plus sûrement que la haine. Allons, allons-y. Le monde n'attendra pas, et Hercule Poirot non plus. Chapitre 12. Les ombres qui demeurent. La route de Ravensbury serpentait à travers la lande, montant et descendant au rythme du terrain. Hastings, assis à côté de Poirot dans la voiture de location, ne parvenait pas à se défaire du poids des révélations de la nuit. La fière silhouette de Lady Eugénia, sa confession sereine, les roses au parfum amer, tout lui revenait avec une vivacité qui ne laissait aucun répit. Poirot était assis très droit, les mains gantées soigneusement jointes sur ses genoux, son chapeau parfaitement incliné. Son sang-froid, comme toujours, semblait inattaquable. Pourtant, Hastings, qui le connaissait depuis longtemps, percevait une légère mélancolie derrière l'éclat de ses yeux. Après quelques kilomètres, Hastings s'aventura. « Poirot, tu ne t'en lasses jamais ? Cette laideur, un meurtre. Elle ronge tout ce qu'elle touche. » Poirot tourna légèrement la tête. « Mais oui, Hastings, c'est laid. Mais réfléchis-y, la laideur cachée est plus dangereuse que la laideur révélée. Ma tâche est de la mettre en lumière, là où elle peut faire moins de mal. » Hastings soupira. « Et pourtant, la maison est ruinée. Miss Lyle ne retrouvera jamais son calme. Redfern, j'en suis sûr, maudira le jour où il m'a invité. Sir Lionel devra porter la honte d'une famille empêtrée dans un scandale. Même les domestiques. Ce matin, ils ressemblaient à des fantômes. »« C'est vrai, » acquiesça doucement Poirot. « Le meurtre ne frappe jamais qu'une seule fois. Il tue la victime, certes, mais il blesse aussi tous ceux qui se trouvent à proximité. Les ondes se propagent. Hastings, toujours. » La voiture passa devant un bosquet d'arbres courbés par le vent, dont les branches se découpaient en noir sur le ciel pâle. Hastings les regarda passer, puis reprit la parole. « Pensez-vous que Lady Eugénia affrontera son destin avec la même fierté ? » Elle a avoué avec un calme glacial. Les moustaches de Poirot frémirent.
Elle se tiendra comme elle l'a toujours été, droite, fière, inflexible. Mais intérieurement, Hastings, ce sera le tourment. Elle parlait de préserver sa dignité, mais la dignité acquise